Voyons le point de vue déontologique du docteur Ovada maintenant, s'il vous plaît. Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir demandé de parler à 2 titres. D'abord en tant que gynécologue, amenée à voir, comme l'a dit mon confrère, les conséquences dans la vie sexuelle d'enfants opérés contre leur désir très précocement, et puis ma casquette de conseillère ordinale, secrétaire générale adjointe au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris. On a, pour rappel, dans notre code de déontologie, l'article 2, le 41-27-2, qui impose à tout médecin qui prend en charge un patient le respect de sa personne et de sa dignité. Et je pense que la base de notre réflexion ordinale doit être sur cet article qui est fondamental dans le sujet qui nous intéresse. Alors on l'a vu, je rejoins également mon confrère sur le fait qu'il n'y a pratiquement pas, à ma connaissance, et dans ce que j'ai pu parcourir, enfin dans la littérature, d'obligation à opérer avec une menace sur la morbidité et sur le risque vital sur l'appareil urinaire, le haut appareil urinaire, c'est-à-dire des conséquences d'une malformation qui pourrait entraîner, par exemple, une insuffisance rénale majeure avec la nécessité ensuite de dialyse et de greffe. Je n'ai rien retrouvé dans la littérature, et c'est pas ma spécialité, mais voilà, en la parcourant avant de venir. J'entends la souffrance de ces enfants opérés, de ces nouveau-nés opérés qui se retrouvent dans leur vie ensuite sexuelle confrontés à une mutilation. Et au nom de tous de mes confrères, je voudrais leur présenter des excuses. J'ai été particulièrement sensible au témoignage qui nous a été donné. Et je pense qu'il est effectivement, nous médecins, essentiel que l'on réfléchisse à ces paroles, à ces explications que l'on ne dit pas et qui font tellement souffrir parce qu'on a peut-être une gêne, que ça renvoie, on est des hommes, des femmes, des intersexes, et donc ça nous renvoie à notre propre histoire parfois, et on a une difficulté dans mettre des mots, parler, exprimer, dire précisément ce qui a été fait ou ce qui pourrait être fait. Ensuite, dans le cas qui nous intéresse, concernant ces nouveau-nés, on a également à gérer la pression des parents, parce que ce soit dans le diagnostic anténatal, comme ça a été rapporté, où là, il n'y a pas de nouveau-né qui est né, hein, on est face à un fœtus et on va annoncer une malformation. Là, c'est les parents et la mère, d'ailleurs, puisque la décision lui revient, qui va décider d'une interruption médicale de grossesse. Donc nous, médecins, on a besoin d'être formés dans la communication, dans l'explication. Et également, on a besoin d'être appuyés par une loi, d'où l'essentiel de cette réunion, parce qu'on ne peut pas, autrement c'est au cas par cas, il nous faut une loi qui protège notre pratique, et ensuite il faut des recommandations de la Haute Autorité de Santé, puisqu'en France, on agit de manière dans le respect des bonnes pratiques, et également un article du code de déontologie, et c'est la Haute Autorité de Santé qui, avec des collèges d'experts, détermine l'application de la prise en charge des pathologies. Donc c'est très essentiel, très important que l'on ait un cadre législatif qui protège notre exercice et impose cette non-mutilation, cette non-intervention immédiate. Je pense, comme le docteur Farrugia l'a rappelé quand il a été auditionné, qu'il est urgent d'attendre. Ça, c'est la première des choses. Et donc, aucune intervention dans l'urgence, à la naissance, dans des services de néonatologie dans les 6 premiers mois de la vie. Ensuite, je pense que la décision ne peut jamais être l'affaire d'un seul médecin. Il faut des centres de référence, et ces centres de référence, ils doivent avoir un cadre qu'ils doivent respecter, et ils doivent être homogènes en France, en Europe. Il faut arriver à faire ce travail avec les associations et avec les législateurs.
Je pense que je voudrais juste rappeler que le code de déontologie n'est pas inscrit dans le marbre et que donc il peut évoluer en fonction des situations et qu'il est donc extrêmement dangereux de provoquer une assignation qui pourrait être irréversible. Nous aurions, nous, Conseil de l'ordre, des attitudes extrêmement suspicieuses et qui pourraient nous amener à condamner des médecins qui auraient agi seuls dans l'irrespect de l'article 2, que je rappelle, qui est la dignité et le respect de la personne. Voilà, je vous remercie.